Certains récifs coralliens font penser à la tour de Babel. Commencée il y a plus de 200 millions d'années, leur construction semble relever d'une légende. À la fois lieu d'habitation, de ravitaillement et d'entraide, ils forment une structure géante, un palais, un véritable théâtre marin à observer sous tous les angles. Si une grande partie de la vie sous-marine s'organise autour du récif, c'est grâce au travail des coraux durs. Souvent considérés à tort comme appartenant au règne minéral, ces architectes sont des animaux à part entière. D'éternels bâtisseurs qui vivent et se développent à partir d'un squelette calcaire. Celui-ci se recouvre d'une mince couche de tissu vivant constituée de petites unités appelées polypes. Chez la plupart des espèces, les polypes prennent la forme de tentacules urticants qui se rétractent le jour dans une sorte de loge dénommée calice. Sous une appellation unique, le corail recouvre une multitude d'espèces différentes aux formes variées. Il peut prendre ainsi n'importe quel aspect. Certaines constructions sont très originales, comme celle-ci qui, avec sa découpe très stylisée, pourrait être l'œuvre d'un sculpteur. Les classifications sont nombreuses, et certaines se font à partir de leur forme. Parmi les plus fréquentes, il y a les digitiformes, en forme de doigt, les ramifiés, qui prennent l'aspect de branches, ou les massives, qui ressemblent à un cerveau. Par son aspect et sa couleur, celui-ci fait plutôt penser à une salade. Cette géométrie complexe s'explique par la nécessité d'offrir la plus grande surface possible aux algues symbiotiques qui vivent dans les polypes et dont la présence est indispensable à la survie des coraux. Les calices, en forme de petits cônes, sont bien distincts les uns des autres et se trouvent presque exclusivement sur les bords. Ces reliefs variés composent des ensembles architecturaux très harmonieux et offrent un gîte providentiel à beaucoup de petits animaux, comme par exemple les vers. Souvent invisibles, les vers vivent à l'intérieur de leur tube caverne installé dans le récif. Mais quand il faut sortir, le ver, comme celui-ci, appelé sapin de Noël, prend tout son temps. Admirer la magnificence de son déploiement requiert de la patience. L'image en accéléré permet également de contempler ce ver à éventail indien. Si les vers sortent, c'est pour respirer et se nourrir des planctons en suspension. Lorsqu'une menace approche, les vers rentrent à l'intérieur de la cavité protectrice. La comparaison entre la vitesse de sortie, plusieurs minutes, et celle de repli, une fraction de seconde, est édifiante. Les vers sont à la fois discrets, méfiants et craintifs.
Si certaines cohabitations sont connues, d'autres sont beaucoup plus surprenantes. Cette anémone héberge déjà un couple de poissons-clowns. Mais à y regarder de plus près, ils ne sont pas seuls. Une crevette à longues pattes, tellement translucide qu'elle paraît faite de cristal, s'y trouve également. Elle se repère par la fine ligne blanche bordée d'un liseré bleu foncé qui s'étire sur tout son corps. Seules les extrémités de l'animal aux motifs blancs et violets se remarquent distinctement. D'autres rencontres, dans les grottes et cavités du récif, sont aussi inattendues. Certains poissons qui vivent la nuit s'y abritent le jour. Ils partagent les lieux à plusieurs. C'est ainsi qu'une même grotte est envahie par différentes espèces. À y regarder de plus près, la vie y est peut-être moins anarchique qu'on pourrait le croire. La nuée de poissons de verre à l'entrée forme comme un rideau qui occulte en grande partie l'intérieur. La relative obscurité, le calme, les jeux de lumière donnent une impression de sérénité et de paix à cette cohabitation. De ce fait, les grottes et cavités apparaissent non pas comme des coupe-gorges, des lieux dangereux, mais au contraire comme des havres de repos et de protection. Et qu'en est-il de la cohabitation au sein des coraux, ces fameux bâtisseurs de récifs? À première vue, ils vivent tous ensemble dans une parfaite harmonie. On pourrait penser que la promiscuité ne les dérange pas. En fait, ce n'est pas le cas. Ce monde coloré cache une réalité complexe. Quand l'espace vital se réduit, les hostilités commencent et les coraux entrent en compétition. Pour éviter la colonisation par une seule espèce, ils se livrent une guerre sans merci, quasiment invisible. Généralement, ils croissent les uns sur les autres et donnent à penser que ceux qui grandissent le plus vite sont les plus forts. Mais les apparences sont trompeuses. Ce sont en fait ceux qui poussent le plus lentement qui dominent les autres. Ils développent une substance digestive qui a le pouvoir de stopper la croissance, voire même de tuer ceux qui se propagent le plus rapidement. En regardant de plus près, à la jonction de deux coraux, on peut apercevoir des traces, de véritables cicatrices, souvenirs de combats territoriaux. Si la compétition entre coraux étonne, car méconnue, l'agressivité entre les poissons surprend moins. Dans le monde sous-marin, le jeu du chat et de la souris est quasiment permanent. Tout le monde sait que la plupart des gros poissons se nourrissent des plus petits. Ce que l'on sait moins, par contre, c'est que ces derniers sont les plus malins. En effet, dans une même famille, les espèces les plus grosses possèdent un cerveau proportionnellement plus petit, comme si leur taille constituait à elle seule une bonne défense. Les variétés aux gabarits plus modestes ont, elles, besoin d'un cerveau plus élaboré pour mieux réagir face aux dangers. Le Napoléon est 20 fois plus grand que le labre nettoyeur, son lointain cousin. Rapporté à l'échelle humaine, ça en ferait un géant de 35 mètres face à un homme d'1,75 m. Bien évidemment, pour le Napoléon, les prédateurs sont moins nombreux que pour le labre, qui, comme tous les plus petits habitants du récif, a dû développer des stratégies pour survivre. Ainsi, les labres nettoyeurs ont su faire preuve d'inventivité pour se rendre indispensables à la communauté. Ils sont devenus les spécialistes du déparasitage en ouvrant des stations de nettoyage. Pour gagner le respect des plus gros et éviter de se faire dévorer, les labres proposent leurs services aux habitants du récif et à ceux qui sont de passage.
Ils se sont ainsi imposés comme d'incontournables acteurs du récif. Leur sécurité est assurée, même quand ils s'aventurent dans les mâchoires les plus saillantes. Le labre est d'autant plus ingénieux qu'il a su allier la confiance de ses patients à un moyen original pour se nourrir. Qui plus est, il marie habilement intelligence et sens pratique, puisqu'il se fait servir à domicile. Il est ainsi devenu l'objet de la visite de certains voyageurs, comme cette raie manta, qui n'hésite pas à s'aventurer près des côtes pour faire appel à ses services. Le récif offre donc le gîte, le couvert et même le déparasitage aux animaux pélagiques, ces poissons qui vivent au large et pour qui le récif devient un point de passage obligé. La tortue peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre son site de ponte. Au cours de son long voyage, de temps à autre, elle s'autorise des escales. Pendant ces pauses, elle en profite pour refaire le plein, et le récif est un lieu formidable de ravitaillement, tant il regorge de nourriture. Ce dont elle raffole par-dessus tout, ce sont les coraux mous. La tortue apprécie aussi le corail dur. Si gracieuse et agile, malgré sa corpulence, elle n'hésite pas à se contorsionner dans tous les sens pour dégager les morceaux qu'elle convoite. Tenace, obstinée, elle revient à la charge jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle désire et finisse par croquer à l'aide de son puissant bec les morceaux récalcitrants. La tortue n'est pas la seule à se nourrir de la sorte. Le baliste et les diodons sont omnivores, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois carnivores et herbivores. À l'aide d'une bouche ourlée de lèvres épaisses, ils croquent eux aussi le corail à pleines dents. Mais dans cet exercice, les plus impressionnants sont les poissons perroquets. Pour mordre le corail, ils possèdent des dents soudées en 4 plaques qui forment un bec si dur qu'il peut l'attaquer en profondeur. C'est ce bec qui lui vaut de s'appeler poisson perroquet. Dans un premier temps, il avale les morceaux de corail et les broie ensuite à l'aide d'une deuxième dentition située dans le pharynx. Quand les morceaux de corail sont réduits à l'état de poussière, il les élimine sous forme d'une traînée volatile. On dit qu'une population de poissons perroquets peut produire jusqu'à 1 tonne de sable corallien par an, ce qui est très impressionnant vu leur taille. Sans les voir, on peut facilement deviner des poissons perroquets au travail par le bruit de leur bec sur les coraux. Leur passage laisse des cicatrices caractéristiques.
La nourriture principale de nombreux poissons est constituée d'algues, qui sont généralement invisibles à l'œil nu. On se doute simplement de leur présence en surprenant les poissons en train de brouter. Il existe deux types de poissons herbivores. Il y a ceux qui sont capables de couper les algues avec leurs dents, comme les poissons chirurgiens. Et il y a ceux qui grattent, comme certaines blénies, les algues accrochées aux rochers. Toutes les blénies ne se nourrissent pas d'algues. La blénie à dents de sabre est une mangeuse d'écailles. Sa tactique consiste à essayer de passer inaperçue au milieu des habitants du récif. Mais dès que l'occasion se présente, elle fonce sur un poisson et l'ampute d'un morceau d'écaille. Les autres poissons, excédés de subir de telles attaques, n'hésitent pas à le lui faire savoir. Mais la blénie est têtue et rien ne peut la décourager. Elle apparaît comme un véritable stratège à la limite de la perversité et de la malhonnêteté. Mais il faut se rappeler que pour survivre dans ce monde, les plus petits doivent être les plus rusés. La blénie a donc un régime alimentaire qu'on pourrait qualifier de carnivore. Elle n'est pas la seule. Les poissons papillons le sont eux aussi, mais d'une manière différente et tout aussi originale, puisqu'ils se nourrissent des polypes des coraux. Pour ce faire, ils passent la plus grande partie de leur temps à chercher leur nourriture au milieu du récif. Pour se nourrir, certains animaux marins filtrent l'eau de mer. C'est une des méthodes utilisées par les coraux. Les plus rudimentaires peuvent ainsi prélever directement dans l'eau la nourriture dont ils ont besoin. D'autres, pourvus de micro-harpons, capturent de petites proies. Cependant, la principale source de nourriture des coraux est apportée par les algues microscopiques qui vivent entre leurs cellules. Les récifs coralliens n'existeraient pas sans cette symbiose. Elles permettent aux coraux de vivre et de grandir. Grâce à la photosynthèse, processus alimenté par les rayons du soleil, ces algues produisent du glucose dont le corail se nourrit. Pour filtrer l'eau de mer,
Ce crabe porcelaine des anémones déploie, tels des filets, ses parties buccales pourvues de longues soies en forme d'éventail. Cet ingénieux système lui permet de récupérer le plancton dont il se nourrit. Encore plus étonnant, cet ophiure est également un redoutable carnivore. Il est microphage, c'est-à-dire qu'il se nourrit principalement de larves ou de jeunes invertébrés. Il les capte en levant ses bras et en les interceptant dans le courant. Le récif est un lieu de prédilection pour la recherche de nourriture. Chacun y trouve son compte et tous ont développé des stratégies différentes pour répondre à leurs besoins. Devant tant d'agitation et d'efforts, le récif se doit aussi de proposer des aires de repos, des dortoirs. Pour dormir, les poissons diurnes, ceux qui vivent le jour, se faufilent dans les failles, fissures et autres anfractuosités du récif. Certains se calent dans les trous en changeant éventuellement d'apparence, avec toujours une préférence pour une couleur plus claire, qui va permettre de passer plus facilement inaperçu. D'autres, comme le poisson perroquet, une fois installé dans un coin tranquille, s'enrobe d'un voile moustiquaire qui absorbe l'odeur et rend la silhouette floue. Cette bulle offre une véritable protection. Une araignée de mer se promène sur les parois de ces cavités dortoirs d'une démarche souple, élégante et silencieuse. Plutôt opalescente, elle affiche de jolies éponges qui s'exposent en désordre sur elle et lui offrent un camouflage de choix dans une cohabitation intelligente. Gracile, fragile et resplendissante, la petite araignée symbolise à elle seule le récif tout entier. C'est un lieu d'habitation et de cohabitation, d'entraide, de ravitaillement, d'activité et de repos. De jour comme de nuit, il est dans une effervescence permanente. Le récif est le théâtre sous-marin de la vie. Le décor y est grandiose et les acteurs fascinants. Un spectacle qui n'a ni commencement ni fin et qui reste enchanteur à chaque instant.